Chers amis téléspectateurs, bonjour. En êtes-vous pas marre de voir toujours qu'on parle de l'immigration? Tous les politiciens nous parlent de l'immigration, l'immigration négative, l'immigration de masse, l'immigration de masse. En êtes-vous pas marre? Vous qui êtes issus de l'immigration, vous qui avez des enfants métis, c'est pas parce que votre nationalité ou vous avez une carte de résidence, vous croyez que vous êtes à l'abri de tout ça? Non. J'ai une question à vous poser, vous mes chers amis français. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de l'intérêt et combien la France gagne en Afrique? Jamais on vous parle de ça. Je m'en vais à la rencontre des entrepreneurs, des entreprises, des entrepreneurs issus de l'immigration qui gagnent bien leur vie et qui payent leurs taxes. Pour vous donner une réponse à cette immigration qu'on nous parle toujours. Pour vous montrer bel et bien qu'il y a une immigration positive, des gens dynamiques, des gens qui se lèvent tout le matin, qu'il pleut ou qu'il neige, des gens qui se lèvent à 4 heures du matin, des gens qui ont des commerces. Pour vous montrer vraiment qu'il y a cette immigration positive et que tout le monde est gagnant sur cette immigration-là. Montrer que la francophonie n'a pas échoué, ou bien si la francophonie a échoué, mieux vaut nous le dire. La francophonie a travaillé pendant des siècles pour que la France puisse briller dans le monde, pour que la langue française puisse briller dans le monde. Est-ce que tout ça, on doit l'effacer? Mon nom, c'est Kouati Cherif et je vous présente votre nouvelle émission Pas d'immigrés. Moi, ça me rend triste pour la France parce que en tant que jeune Africain, on a beaucoup de déjà on a un regard, on a un double regard par rapport à la France. On peut respecter la France comme un grand pays, un grand État de siècles de lumière qui respecte les droits de l'homme, un pays d'accueil, etc. On a cette conception de la France et la France a tout fait pour avoir cette conception à l'étranger, avec le déploiement de la francophonie, où il y a des pays partout dans le monde qui parlent français, qui ont cette langue, qui ont beaucoup travaillé pour ça. Donc je trouve triste pour la France d'avoir des gens comme Éric Zemmour, qui ne se définissent pas comme des gens de l'extrême droite, mais de la droite extrême. On sait très bien que les idées qu'il défend, c'est des idées d'extrême droite. Quelqu'un qui a une haine particulière aux musulmans, qui veut revenir, qui a des idées arriérées, arrêtées à la Révolution française de 1789, donc qui n'arrête pas de parler de cette grande France, de l'ancienne France blanche de souche, etc. Mais ce qu'il oublie, c'est que Éric Zemmour lui-même, il n'est pas français de souche. Donc si tu veux, c'est vraiment un débat qui, moi, me fait toujours sourire. Immigré, en fait, Étant immigré, il dénigre les immigrés. exactement, il dénigre les immigrés. Mais au fond, ce qui le dérange, ce n'est pas les immigrés, je ne pense pas. Ce qui le dérange, c'est le fait qu'il y ait une transformation, que la France s'adapte par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. La France a colonisé. La France a produit, a pratiqué l'esclavage dans des territoires qui n'ont rien demandé. Donc, quand on colonise pendant des siècles et qu'on réduit en esclavage pendant des siècles et des siècles des populations, des peuples, des cultures, des traditions, quand on va dans ces territoires et qu'on leur dit vous n'avez pas de civilisation, vous n'avez pas de culture, vous n'avez pas... on va venir... Ils en avaient. Ils en avaient absolument. Il y avait des royaumes partout en Afrique de l'Ouest, l'Empire du Ghana, l'Empire mandingue, etc. Donc, la civilisation africaine. La civilisation Voilà. d'ailleurs est née en Afrique. Exactement. Quand on colonise et qu'on réduit en esclavage tout un continent, ou alors une bonne partie du continent, et après on vient tranquillement rentrer chez soi pensant qu'il ne va pas y avoir de brassage culturel, on se trompe. C'est-à-dire que ça me rend triste pour lui et pour la France de ce qu'elle est en train de devenir, parce que moi par exemple, je me considère comme un jeune Africain, je vis en France, et c'est parce que j'ai le droit et que j'ai choisi la France. Et c'est parce qu'aussi que j'ai quand même un certain respect par rapport au pays qui m'a accueilli. J'ai fait mes études ici, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai même quasiment grandi ici, parce qu'en arrivant en France, j'avais 20-21 ans. Aujourd'hui, j'en ai 31. Donc j'ai grandi et j'ai appris beaucoup de choses en France. En termes de liberté, en termes de lumière, des valeurs du travail, des valeurs, beaucoup de choses que j'ai apprises ici. Mais quand je vois, et je distingue par contre deux types de France, parce que la France d'Éric Zemmour, pour moi, c'est pas la France d'Albert Camus. Non.
Voilà, donc il y a une distinction nette que je suis en train de faire. Malheureusement, il y a du racisme en France. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent que la France est un pays raciste. Mais il y a du racisme en France. Et il y en a énormément. Et aujourd'hui, il y a cette banalisation, cette liberté des propos racistes, du comportement raciste qui existe et qui fait que des gens comme Éric Zemmour sont mis sous les projecteurs. Ils parlent d'immigrés. Au fur et à mesure, comme tu dis, même les gens modérés finissent par dire, mais finalement, il dit pas que des conneries, en fait, finalement. Et ça, c'est grave. C'est grave parce que c'est une transformation profonde de ce qu'est l'idée de France. Parce que pour moi, c'est une idée, la France. On arrive, on l'aime, c'est une idée, on s'y intègre, on travaille, on contribue. Parce que nous ne sommes pas là pour demander des aides. Absolument, il y a une contribution. Moi, j'ai fait mes études en France. Pendant toute la période de mes études, c'est absolument pas la France qui a financé mes études. Je les ai financées tout seul. Après, j'ai fait des stages. Je n'ai pas été rémunéré. Donc, c'est pas encore une fois la France qui m'a rémunéré. Et quand j'ai fini, j'ai décidé de rester et de travailler. Donc, de payer des impôts en France. Donc, je ne sais pas au nom de quoi ou en quoi je suis en poids pour la société française. Et ça, c'est mon cas individuel. Et on est des dizaines de milliers à vivre ça, à être là, à contribuer à l'économie française, à se développer. Jacques Chirac, évidemment. Jacques Chirac a clairement... c'est celui qui ne sait pas comment fonctionne la géopolitique, c'est celui qui n'est jamais sorti de France, qui n'a jamais voyagé et qui pense que les immigrés tombent du ciel. Bonjour, je suis Mohamed Lam, originaire de la Mauritanie. Je suis né au Sénégal, j'ai 31 ans. Déjà, merci beaucoup de l'invitation. Merci aussi de ce compliment qui me va droit au cœur. Mohamed Lam, c'est un jeune écrivain mauritanien qui vit en France, qui est résident à Bordeaux. J'ai commencé mes études universitaires à Nouakchott, donc en Mauritanie, à l'université de Nouakchott, où je faisais des études de droit. Donc, je suis diplômé d'une maîtrise en droit judiciaire et sciences criminelles, où j'étais major de promotion entre 2011 et 2012. Donc, je suis venu en France dans cette période-là, où j'étais directement à l'université de Nantes, où j'ai continué mes études de droit. Donc, je me suis inscrit au département de droit à l'université de Nantes, où j'ai décroché également mon diplôme, toujours en carrière judiciaire. Intéressé très rapidement par la question politique, je me suis inscrit au département de sciences politiques Europe et internationales à l'université de Nantes, où j'ai décroché également un diplôme en études politiques. Et à la suite de cela, j'ai commencé à m'engager dans le cadre associatif d'abord, à SOS Racisme, où j'ai milité pendant de nombreuses années, et à la Ligue des droits de l'homme de Bordeaux, quand je suis arrivé évidemment à Bordeaux en 2014. Et voilà, je suis cofondateur du groupe de réflexion Perspective Afrique, basé à Bordeaux, en collaboration avec la chaire des diasporas africaines de Sciences Po Bordeaux. Alors moi, je suis auteur de 3 ouvrages, essentiellement effectivement sur la politique, mais qui sont liés à la politique africaine, précisément à la politique mauritanienne. Donc mon premier ouvrage, il a été publié en 2018, L'oubli volontaire. L'oubli volontaire pour un nouveau contrat social en Mauritanie. Donc c'est un ouvrage qui réfléchit sur plusieurs thématiques qui, à mon avis, bloquent une certaine unité nationale en Mauritanie. Donc j'aborde des questions sur l'unité nationale, le vivre ensemble, sur les droits de l'homme, sur la question de l'esclavage, la question des inégalités sociales, économiques, etc. C'est un essai où j'apporte la réflexion par rapport à mon parcours personnel en tant que jeune homme noir en Mauritanie. Un jeune africain totalement moderne qui assume sa modernité mais qui est totalement enraciné aux valeurs africaines aussi. Donc j'essaye d'apporter toutes ces réponses. Donc c'est un ouvrage qui a eu beaucoup de succès dans le cadre mauritanien mais aussi au-delà, parce qu'il a été primé en 2019 comme meilleur ouvrage de l'année 2019 par un grand média virtuel mauritanien qui est RMI, basé à Paris. Donc le deuxième ouvrage s'appelle Bourreau et victime, la face cachée d'un peuple, où j'essaye de réfléchir encore une fois sur comment
à quel moment un peuple peut aller jusqu'à réclamer un certain nombre de droits concernant l'égalité de tous devant la justice, devant la loi et devant l'humanité. Donc c'est plus un essai de réflexion philosophique, là en l'occurrence. Et le troisième ouvrage, c'est Kadiata, une vie de lutte, qui circule énormément également. Il a été publié le 4 janvier 2021 aux éditions Sido, donc c'est une maison d'édition qui est basée à Bordeaux. Et ça porte sur le parcours politique d'une femme politique mauritanienne qui est extrêmement reconnue, qui est une militante depuis les années 70-80, donc engagée sur les questions de droit, d'égalité, les questions de citoyenneté, l'état de droit, la démocratie, la République. Donc elle est extrêmement connue pour son courage. J'ai décidé de montrer d'abord qu'on peut être une femme africaine dans une société en tiraillement entre la tradition et la modernité, être une mère, être une femme au foyer et en même temps avoir des responsabilités politiques énormes. Donc c'est ce que je voulais montrer dans cet ouvrage qui circule énormément aussi en Mauritanie, mais aussi en France et un peu partout. Oui, alors effectivement, c'est une question qui effectivement n'a pas été réglée depuis très longtemps. Si vous regardez, c'est la configuration du système politique mauritanien, la configuration de l'état de droit, de la manière dont il a été pensé et qu'il a été mis en place, qui fait qu'il y a un certain déséquilibre intercommunautaire. En gros, on a une communauté de Noirs et une communauté arabo-berbère. Dans la communauté noire, il y a plusieurs sous-communautés. Donc il y a la communauté Peul, Wolof, Bambara, mais aussi Haratin et Soninké. Et on a une communauté qui est blanche, arabo-berbère, composée d'arabes et de Hassan, donc de berbères. Donc, si vous voulez, de la façon dont le système a été mis en place depuis les années 60 jusqu'à maintenant, il y a une sorte de privilège, entre guillemets, qui est installé au niveau de la Constitution, à privilégier par exemple la langue arabe, à l'officialiser, et cela ne permet pas aux autres communautés qui n'ont pas la langue arabe comme langue officielle, comme langue maternelle, de pouvoir s'intégrer politiquement. Donc moi je vois les choses d'une façon pyramidale. Donc le fait qu'il y ait cette arabisation qui a été mise en place partout, sur tous les postes, et quand par exemple moi en tant que noir mauritanien, diplômé en droit, je veux exercer le métier d'avocat ou le métier de juge, je suis obligé de maîtriser la langue arabe. Même si je n'aime pas cette langue, ou même si ça ne m'attire pas, ou même si, voilà. Donc je suis dans l'obligation de le faire. Et le fait que je n'ai pas cette langue comme langue maternelle, évidemment, je peux être potentiellement en échec quand je décide de faire un certain nombre de concours, de rentrer dans l'administration, dans la fonction publique. Donc cela crée le racisme. Ça crée le déséquilibre intercommunautaire et ça privilégie une catégorie de population sur une autre catégorie. Maintenant, c'est une vieille question qui n'a toujours pas été résolue, tout simplement parce qu'il n'y a aucune volonté politique. Et pourtant, l'opposition n'arrête pas de ramener cette question sur le débat national, sur le débat politique. Elle est beaucoup débattue, elle a beaucoup été mise sur la table de discussion. Malheureusement, il n'y a absolument aucune volonté politique. Et derrière, on sait que l'idée, tout simplement, du système en place, c'est de garantir ce privilège accordé à une partie de la population au détriment des autres. Moi, en tant que personne noire mauritanienne, Peul, évidemment, j'ai déjà vécu du racisme. C'est arrivé effectivement avec cette question de la langue, car je ne pouvais pas accéder à un certain niveau dans l'administration, en postulant par exemple à certains postes, etc., ou en voulant faire un certain nombre de concours, tout simplement parce que je n'ai pas la langue arabe comme langue maternelle, et cela est un blocage dans mon processus de développement en tant que citoyen. Absolument. Alors moi j'ai appris l'arabe parce que comme c'est obligatoire, donc forcément je l'ai appris à l'école. C'est une langue que j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup l'arabe. Je ne suis pas contre le fait de parler arabe, je suis contre l'instrumentalisation et le fait de nous l'imposer comme langue du pays alors que ce n'est pas ma langue maternelle. Je peux comprendre que ce soit la langue de l'islam, je peux comprendre que ce soit la langue du Coran, mais politiquement, un citoyen doit pouvoir grandir, se développer
travailler avec une langue qui met tout le monde d'accord, une langue universelle. Donc il y a eu beaucoup de propositions parce qu'après avoir dénoncé, il faut aussi proposer. Moi, j'ai fait une conférence à l'Université de Bordeaux en 2020 avec des chercheurs. Ils me posaient justement ce genre de questions et ma réponse était de dire que si on décidait vraiment de mettre en place des réformes, ce qui serait bien, c'est de choisir une langue neutre, une langue qui n'est pas parlée maternellement par aucun Mauritanien, comme par exemple le français. Bon, ça peut mettre au moins les Mauritaniens dans un strict pied d'égalité devant le progrès, devant le développement personnel, devant la réussite du citoyen mauritanien. Après, l'usage de la langue française, on peut en débattre sur d'autres aspects, mais dans le cas spécifique de la Mauritanie, je pense que, ou alors l'anglais, ou en tout cas choisir une langue qui ne peut pas privilégier, universelle, qui ne peut pas privilégier une communauté sur une autre. Moi, je pense que la jeunesse africaine, elle est prête depuis de nombreuses années. Parce qu'il y a deux questions dans ta question. Il y a est-ce que les dirigeants vont accepter que la jeunesse prenne la responsabilité ou est-ce que les jeunes sont prêts à prendre leurs responsabilités? Je pense que les jeunes sont prêts, mais je ne suis pas sûr que les dirigeants soient prêts à lâcher l'affaire. La jeunesse africaine ne se laisse plus faire. Bon, la jeunesse africaine d'aujourd'hui, ce n'est pas la jeunesse africaine des années 60, même si à l'époque, il y avait des hommes qui étaient debout, des femmes, et qui militaient pour permettre à l'Afrique d'être souveraine et de disposer, par exemple, de son autonomie pleine et entière. Mais aujourd'hui, on est confronté à des questions d'ordre moderne. On sait qu'en tant que jeune Africain, on est Africain dans un monde moderne. Donc dans un monde globalisé. On ne peut pas être en retrait complètement à ce qui se passe dans le monde, mais tout ce qu'on demande, c'est une sorte d'autonomie dans notre façon de gérer notre avenir et dans notre façon de gérer nos États respectifs. Il y a des pays modèles qui sont modèles pour moi, c'est le Ghana de Nana Akufo-Addo. Lui, il a une politique panafricaine. Voilà, il a une politique panafricaine, il privilégie, même quand il y a des entreprises chinoises, par exemple, qui viennent s'implanter au Ghana, il donne le privilège de l'emploi aux Ghanéens. Donc dans les contrats qui sont tissés, ils disent clairement aux Chinois, voilà, vous pouvez installer vos entreprises, sauf que vous recrutez essentiellement des Ghanéens. Même si ouais. C'est comme ça qu'on se développe et c'est comme ça qu'on se respecte. Il y a le Rwanda aussi avec Paul Kagame qui est en train de bien se développer et qui est basé sur une chose, la méritocratie. On mérite d'être un bon citoyen rwandais, on travaille pour le pays. Et il a créé une sorte il a homogénéisé tout simplement les efforts des Rwandais, il en a fait quelque chose. En quelques années, le Rwanda, c'était la catastrophe dans les années 90-94. Les ressources qui sont exploitées. Malheureusement, il y a aussi au niveau interne africain beaucoup de problèmes qui doivent être réglés. C'est la question de la corruption, du clientélisme. Voilà, je connais quelqu'un qui est dans l'administration, donc forcément je peux espérer avoir ce poste même si je n'ai pas les qualifications requises. Ça, ce sont des problèmes aussi qu'il faut interroger. Parce que c'est des responsabilités partagées. Les jeunes ont leurs responsabilités, les dirigeants en ont une, et les pays occidentaux qui viennent en âme et conscience, tout en sachant qu'il y a ces problèmes-là, qui les utilisent à leur profit. Parce que qu'est-ce qu'on peut reprocher à un président qui tisse des accords et qui privilégie les intérêts de son propre pays? Si la France va en Afrique pour privilégier les intérêts de la France, c'est tout en l'honneur de la France. Sauf que c'est aux pays africains de dire stop. Nous aussi, on privilégie nos intérêts personnels. Parce que moi, demain, je suis président de la Mauritanie, je privilégie les intérêts de la Mauritanie et des Mauritaniens. Personne ne peut me le reprocher. Sauf que si je dois aller dans un autre pays, normalement, dans ce pays-là, je dois trouver une organisation où eux-mêmes privilégient aussi leurs intérêts. Le monde va comme ça. Donc, c'est un échange, un procédé, un échange de gagnant-gagnant. Dans tous les cas, c'est comme ça que ça marche dans le monde politique et géopolitique. Donc, il faut qu'on prenne conscience, qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités par rapport au monde. Et puis, le monde est en train de nous regarder. Voilà, les Noirs et les Arabes qui sont là ne tombent pas du ciel. Il y a évidemment une histoire qui a été écrite entre l'Afrique et la France qui fait qu'il y a évidemment cette immigration qui vient. Et puis il y avait des Africains qui étaient déjà présents. Il suffit d'aller aux Antilles pour se poser la question, mais d'où viennent-ils ? En Guadeloupe, en Martinique, moi je suis allé en Guadeloupe, comment vous dire que ils sont profondément français, même s'ils ont des origines africaines, mais comment sont-ils arrivés là ?
C'est l'histoire de la colonisation, c'est l'histoire de l'esclavage qui a fait que des populations ont été déplacées en masse. Et évidemment, quand ils viennent, ils ramènent une partie de leur culture qui se brasse avec la culture locale. Et ça crée la France aujourd'hui qu'on connaît, cosmopolite, etc. Mais évidemment, après, il y a aussi un autre problème, c'est la question de notre responsabilité à nous, la question de la responsabilité de nos dirigeants, qui malheureusement ne font rien pour garder leur jeunesse, pour garder leur population, et qui sont complices entre guillemets, des dirigeants européens, français, etc. Une complicité sur beaucoup de choses, des partenariats, des coopérations qui sont mises en place, et puis surtout les yeux fermés sur ce qui peut se passer en Afrique dans la gestion politique. Parce qu'il y a quasiment beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui debout et qui dénoncent les systèmes politiques, les régimes politiques qui sont en place et qui ne privilégient en aucune manière la volonté du peuple. Alors déjà, ça me dérange, France-Afrique, parce que l'Afrique est un continent. Moi, j'aurais dit Afrique-France. Ça m'évoque beaucoup de choses. Déjà, l'idée même qu'un continent puisse être assimilé à un pays. Donc déjà, on voit qu'il y a un problème quelque part. Moi, j'aurais préféré qu'on dise France-Sénégal, France-Burkina, France-Côte d'Ivoire, France-Mauritanie. Parce que c'est là qu'on doit c'est là l'essentiel de notre travail, c'est de rendre chaque pays individuellement fort, mais fort dans la collectivité. Parce qu'une fois qu'on est fort, on va dire Europe, Afrique. Mais sur la question de la France-Afrique, justement, c'est une vieille question. Ça montre juste l'assujettissement, la subordination qui existe encore aujourd'hui entre les pays africains, je dirais même entre les dirigeants des pays africains et la France. Parce que je ne suis pas sûr que tous les Africains soient d'accord à ce que les partenariats continuent, à ce que la France soit présente sur le territoire africain et que la France continue de décider même à la place du peuple africain sur beaucoup de choses. Exactement, par les dirigeants africains. Moi, je fais partie de ceux qui mettent la première responsabilité de ce qui se passe en Afrique au niveau de nos dirigeants. C'est les premiers responsables de la souffrance, de la pauvreté et du malheur de ce qui se passe en Afrique. Je le dis en connaissance de cause parce que je suis mauritanien et je sais comment ça se passe concrètement. Ça se passe aussi parce que j'ai des amis sénégalais qui m'expliquent comment ça se passe au Sénégal. J'ai des amis burkinabés qui me disent, et on dit tous la même chose. Le problème, c'est au niveau... L'histoire en est témoin. C'est au niveau de nos dirigeants. Car les premiers dirigeants africains que nous avions, les Thomas Sankara, Patrice Lumumba, etc., ils avaient une vision panafricaine des choses. Donc ce qu'ils voulaient, c'est une souveraineté absolue aux Africains, une autonomie dans la gestion économique, dans la gestion de l'environnement, dans la gestion sociale, etc. Malheureusement, on connaît tous le sort qui leur a été réservé parce qu'ils ont tous tout simplement disparu. Pourquoi ? Si. Voilà. Il y a pas mal de réponses là-dessus. Donc il y a énormément de réponses là-dessus. Mais je pense qu'il faut que la France commence à respecter vraiment les Africains et que la France se rende compte que les jeunes Africains d'aujourd'hui, ce ne sont pas les jeunes Africains des années 60-70. Aujourd'hui, il y a une vraie, réelle prise de conscience qui s'est effectuée et dans quelques dizaines d'années, je pense qu'il va y avoir une profonde transformation parce qu'il y a une forte prise de conscience. Il y a aussi beaucoup d'ONG, beaucoup d'associations qui sont basées au niveau local en Afrique et qui militent pour une souveraineté du continent africain, une souveraineté économique, une souveraineté monétaire, une souveraineté politique. Et cette prise de conscience, elle va se faire dans tous les cas. Et la France doit respecter ça, parce que la France est un pays de révolution. Donc la France doit respecter, lorsque les jeunes Africains se lèvent et décident de se révolter contre des dictatures, contre de la gabegie, contre une mauvaise gestion des États africains, il faut absolument que la France respecte et entende cette jeunesse. Donc je pense que il faut aussi que, on ne va pas jouer aux victimes. Est-ce qu'il faut que la France nous aide, etc. Je pense que c'est aux Africains de s'aider eux-mêmes, c'est aux Africains de se développer eux-mêmes et de savoir ce qu'ils veulent. Comme tous les peuples qui se respectent d'ailleurs.